Nous sommes là aujourd'hui dans ce Webimax pour parler des automatismes dans CIMAX. Dans CIMAX, il y a deux choses très importantes. Ce sont les formulaires pour stocker des données et les automatismes pour rendre intelligents ces données et enchaîner les données pour créer des workflows. Donc, je ne vous fais pas la présentation de tous les modules de CIMAX, mais aujourd'hui, voilà, on a plus de 40 modules qui ont été paramétrés grâce à ce framework NoCode. Et donc, rentrons directement dans le vif du sujet sur les automatismes. Aujourd'hui, on va avoir les deux différents types d'automatismes qui sont les automatismes sur action et les automatismes temporels. Le fonctionnement de ces automatismes, les possibilités de ces automatismes. Donc, on a trois possibilités dans un automatisme. On va les détailler. On va faire une étude de cas. On va voir les boucles pour aller plus loin dans des automatismes un peu plus compliqués, avec une notion d'itération, en fait, une notion de boucle. Des possibilités de confirmation de message qui peuvent être pratiques pour demander si l'automatisme doit être exécuté, ou une confirmation de message du style l'automatisme a bien été exécuté et voilà, voici le résultat, par exemple. On va avoir également les actions qui déclenchent un automatisme. Donc, ça peut être une action qui est déjà créée par CIMAX nativement, ou on peut créer nos propres déclencheurs. Et on fera une étude de cas justement avec un déclencheur que nous allons créer pour faire un traitement de relance. On va voir également les paramètres que peuvent avoir ces actions déclenchantes avec une étude de cas sur la création d'un collaborateur. Et donc, on va poursuivre avec les automatismes et le contexte, en fait, comprendre un peu comment CIMAX comprend son contexte et récupère son information. Et je pense qu'on verra quelques petites astuces également. Je vous montrerai quelques petites astuces également. Donc, comme je vous l'ai dit au départ, deux types d'automatismes. Nous avons les automatismes sur action, donc une action qui va déclencher un automatisme. CIMAX crée naturellement des actions. Lorsque vous créez un formulaire, par exemple, je crée le formulaire client, automatiquement, CIMAX va me créer des actions qui vont être associées à ce formulaire. Les plus connus, ça va être créer, donc créer client, qui va être une action de création d'une fiche client, modifier client, supprimer client. Voilà, ça va être les trois actions qui peuvent, pour nous, déclencher des automatismes, qui vont être importantes pour déclencher des automatismes. Donc ça, c'est des actions qui sont liées à un formulaire. Et on verra un peu plus loin où on peut créer vraiment une action de déclenchement. Donc, cette action, elle va pouvoir être lancée depuis un bouton et puis elle prendra des paramètres pour exécuter des automatismes. Et ensuite, nous avons le deuxième type d'automatisme qui est un automatisme sur événement temporel. Donc, dans ce cas de figure-là, l'automatisme, lui, il va être à l'écoute d'une activité temporelle, c'est-à-dire soit être déclenché toutes les 2 heures, par exemple, ou être déclenché tous les lundis, ou être déclenché le premier jour du mois, par exemple. Et donc, c'est ce qui va déclencher l'automatisme. Et derrière, on va pouvoir soit déclencher une action qui fera déclencher d'autres automatismes, soit directement un automatisme. On peut faire. Il vaut mieux déclencher une action qui, derrière, déclenche plusieurs automatismes. Donc, l'automatisme sur action, donc effectivement, on a une action déclenchante. Le plus simple, c'est ce que je vous avais dit, c'est en fonction d'un formulaire, par exemple la crée commande. Donc, le formulaire commande a une action créée, et donc sur cette action, on va pouvoir lancer un automatisme. Et un automatisme, en fait, on va avoir des conditions d'entrée dans l'automatisme. Là, par exemple, il faut que le total hors taxe de la commande soit supérieur à 15 000 euros. Voilà, on est dans une condition d'entrée. Si on rentre dans cette condition, on va pouvoir lancer des opérations, quelles qu'elles soient. On va voir plus tard, on a trois types d'opérations. Soit un envoi de message, soit on va lancer une autre action, en fait, ou on va faire une opération sur colonne. Donc, on va pouvoir écrire
dans notre formulaire, on va pouvoir écrire une valeur, par exemple un changement de statut. Et ensuite, on a une notion de boucle. Donc, une notion de boucle et une notion d'itération. Est-ce que je dois réaliser cette action une seule fois ou est-ce que je dois réaliser cette action X fois? Par exemple, je vais valider une commande, eh bien, je vais avoir un automatisme qui va me boucler sur toutes mes lignes de commande. Donc, j'ai une boucle. Donc, mon itération, c'est ma liste de lignes de commande. Donc, pour chaque ligne de commande, je vais aller faire une action. Par exemple, je vais aller la cocher commande validée. Et ensuite, je peux également avoir un message, soit à l'entrée de l'automatisme pour confirmer si je dois exécuter, soit un compte rendu. Je pense que je vais vous montrer directement, ça va être plus simple, sur un Simax. Donc la partie automatisme, on la retrouve soit dans paramétrage automatisé, automatisme sur action. Donc là, on a la liste de tous les automatismes. Vous pouvez la retrouver aussi dans la barre latérale, liste automatisme ici, sur la barre de paramétrage. Et donc, on va rentrer, je vais prendre une action déclenchante. Donc, notre exemple, c'était un créer commande. Mon action déclenchante, c'est créer commande. Et je vais ouvrir, par exemple, voilà, cet automatisme. Donc, on va essayer de le décortiquer un petit peu. Donc, j'ai des conditions d'entrée dans cet automatisme. Dans quelles conditions je dois exécuter mon automatisme? Là, clairement, mon état commande doit être égal à commande passée. Très bien. Donc, si c'est vrai, je fais cette action. Qu'est-ce que je dois faire comme action? Là, on va faire une action d'envoi de message. Donc, on a la possibilité de faire un envoi de message avec donc le sujet du message, le message en lui-même. On peut renseigner l'expéditeur, les destinataires. Alors, on voit qu'on peut aller chercher les destinataires avec des formules. Hein. Donc, on a une formule qui va aller valoriser les destinataires en fonction. Là, si je regarde ce cas de figure-là, je vais aller chercher le directeur commercial. Et je peux même mettre des pièces jointes éventuellement. Donc les messages de possibilités, hein, l'idée de ce WebImax, c'est pas de détailler les messages, mais soit c'est un message qui reste en interne dans la messagerie de Simax, soit c'est un message, si la messagerie est connectée à une messagerie extérieure, à un serveur d'envoi extérieur, le mail partira à l'extérieur de Simax pour être envoyé directement sur une messagerie. Dans cet exemple, on n'a pas de boucle, puisque lorsqu'on crée une commande, on veut envoyer un seul message, donc il n'y a pas de boucle. Et dans cet exemple-là, il n'y a pas de confirmation de message. On pourrait avoir une confirmation, on pourrait demander une confirmation, en fait, juste en activant « Demander confirmation ». Alors, deux types de confirmation, soit c'est un oui-non, donc dans ces cas-là, c'est oui, oui, j'exécute l'automatisme, et non, je n'exécute pas et je passe à l'automatisme suivant. Et dans le cas d'un type de confirmation, OK, de toute façon, on n'a pas le choix, il y a un message qui nous indique comme quoi il va faire une action, et on est obligé de répondre OK pour qu'il exécute l'automatisme. Et là, on peut mettre par paramétrage ou directement le texte, souhaitez-vous envoyer un message au directeur commercial, par exemple. Donc, on a parlé des possibilités d'opérations à lancer. Le premier qu'on a vu, c'est on peut envoyer un mail, envoi de message. On peut également faire une opération sur colonne. Donc, une opération sur colonne, ça permet d'affecter, voilà, d'augmenter ou de diminuer une valeur d'un champ. La première opération sur colonne qui est la plus simple, c'est, là, si je reprends mon exemple d'automatisme, alors on va regarder si on a une autre... Voilà, par exemple, cet automatisme-là. Donc, lorsque je rentre dans la condition devis commande différente, OK, j'ai un devis. Je vais faire une opération sur colonne. Donc c'est l'état du devis qui va prendre la valeur 99, commande passée. L'opération sur colonne va venir me modifier la valeur d'un champ. Donc c'est une opération sur colonne. Et ensuite, je peux lancer d'autres actions. Je peux faire un lancement automatique d'action. Je peux aller
soit créer quelque chose, hein, créer un enregistrement, ou là, dans ce cas-là, autre devis non commandé, eh bien, c'est une action qui va déclencher d'autres automatismes derrière. Grâce à ça, je vais pouvoir enchaîner mes automatismes et je vais pouvoir, pour le coup, créer vraiment l'intelligence de mon logiciel en faisant tout un chaînage et tout un workflow. Ok, donc là, on va faire une étude de cas. On va créer un automatisme sur l'action modifier un candidat. Si je comprends bien, candidat, c'est mon formulaire et modifier, c'est mon action. Qui va envoyer un mail de refus au candidat si le statut de sa candidature est à refuser. Donc, définir les conditions. Ok, donc conditions d'entrée, bien sûr, hein, on a vu. Il faut une condition d'entrée. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va envoyer un message à un destinataire. Il me semble que cet automatisme existe déjà. On va le décortiquer, on va le regarder. Donc, c'était modifier candidat. Okay. Et donc là, j'ai un automatisme sur action, modifier candidature. Donc, on a une condition d'entrée. État candidature. Alors, moi, j'aime bien les mettre dans l'autre sens. Juste une question de visibilité, hein, mais peu d'importance. Donc, état candidature a changé de valeur. Donc, dans mon formulaire candidat, j'ai un champ qui s'appelle état candidature, qui a plusieurs valeurs. Là, état candidature, il a changé de valeur, et état candidature est égal à refuser. Je vous remontre, je vais les supprimer, je vais les refaire. Donc, on est dans le formulaire candidat, et je vais aller chercher mon champ qui s'appelle état candidature. Il est là. Ah, c'est une liste déroulante. Donc, il y a plusieurs valeurs. Donc, état candidature a changé de valeur. Donc, ça, c'est un déclencheur qui est assez fréquent, qui est assez pratique sur des actions modifiées. On va écouter, en fait, à chaque fois qu'on va modifier un enregistrement, à l'enregistrement, on va écouter le changement d'une valeur. Donc, le a changé de valeur, il est très, très utilisé sur des actions modifiées. Et donc, soit je mets état candidature a changé de valeur, et dans ces cas-là, ça se déclenche à chaque fois que mon état candidature a changé de valeur. C'est pas le but. Nous, on veut un état précis. Dans ces cas-là, je rajoute la deuxième condition. Donc, je repars de mon formulaire, et donc état candidateur prend la valeur égale, du coup. Et là, je vais pouvoir directement aller chercher les valeurs puisque c'est une liste déroulante. Donc, Simax sait automatiquement que je dois aller chercher une valeur de ma liste déroulante état candidature. Valeur. Là, il me propose directement les différentes valeurs de mon champ, de mon modèle état candidature, hein, de ma liste déroulante. Et donc, je vais piocher refuser directement. J'aurais pu taper directement refuser en texte, il aurait compris que c'était cette valeur-là. Donc, lorsque les deux conditions vont être réunies, je vais rentrer dans la partie faire les actions suivantes. Alors, oui, je rentrerai dans le détail plus tard, mais donc je vais faire cette action qui va être un envoi automatique de message. Et là, on ne va pas le ressaisir, mais on voit bien on envoie un message avec un sujet. Donc là, le sujet, c'est du candidature et le message qu'on doit envoyer au candidat. Alors ici, je n'ai pas paramétré le destinataire, par exemple, mais là, je vais pouvoir aller chercher directement ma colonne. Donc, je suis dans un enregistrement candidat, donc je vais pouvoir aller directement chercher. Techniquement, je pense que je dois avoir un adresse email. Voilà, très bien. Adresse email de candidat. Et donc là, automatiquement, je vais envoyer ce mail à cette adresse email-là. Ok, donc maintenant, on arrive à faire une action, c'est-à-dire qu'on arrive à déclencher un automatisme, mais l'idée, ce serait de pouvoir boucler, faire plusieurs itérations et pouvoir répéter un traitement. Donc, on va pouvoir répéter un traitement sur une liste d'éléments. C'est ce que je vous avais dit en début, lorsque vous faites, par exemple, une action sur modifier devis, et vous voulez itérer sur les lignes de devis, on va pouvoir passer en paramètre la liste des lignes de devis, et du coup, on va pouvoir itérer sur toutes les lignes de devis. On va pouvoir aussi répéter, par exemple, on va avoir besoin de répéter, parce qu'on connaît une valeur, on a besoin de 5 itérations, par exemple, et donc on va pouvoir, dans notre automatisme, avoir quelque chose qui va être valorisé avec un entier. Et donc là, par exemple, 5. Et donc, on va voir, si on a 5, on va nous faire 5 tours de boucle, 5 itérations.
où on peut récupérer un tableau de valeurs, et ce tableau de valeurs, on va le passer en paramètres. Ça fonctionne également, alors là c'est un peu plus poussé, c'est vraiment un peu plus poussé, mais on pourrait très bien imaginer qu'en entrée, on a un fichier CSV, donc on pourrait lire un fichier CSV, et on pourrait boucler sur le nombre de lignes qu'on a dans notre CSV. On pourrait faire une itération par ligne de CSV et à l'intérieur créer autant d'enregistrements qu'on a de lignes de CSV. Ça peut être assez pratique. Et ensuite, on a une deuxième possibilité, c'est qu'on va pouvoir imbriquer plusieurs boucles. Là, dans notre exemple, on va créer un hôtel. L'hôtel va avoir n étages et z chambres par étage. Eh bien, on va avoir une première boucle qui va boucler sur chaque étage. Et donc, imaginons j'ai 3 étages. Donc, ma première boucle va avoir un 3 en nombre de tours de boucle, donc 3. Donc, boucle 1, je vais aller chercher le nombre d'étages de mon étage, enfin le nombre de chambres de mon étage 1. Ensuite, une fois que j'ai terminé, je reviens à ma boucle 1, je passe à l'étage 2, je vais boucler sur autant de nombre de chambres que j'ai dans mon étage 2, et ainsi de suite. Ok, imaginons, donc je vais faire une première boucle plutôt. Donc on va faire une sélection. Par exemple, ma première boucle, je vais aller chercher, je sais pas quoi. On va pas aller chercher dans les, on va aller chercher dans les, lesquels, on a comme valeur. Et ta commande, c'est un formulaire. Ok. Ok, on va faire ça. Copier le titre. Ok. Alors, là, j'ai une première sélection. Clairement, je vais aller chercher toutes mes commandes qui ont un état 80 commandes à livrer. D'accord? Donc, idée. Je ne sais pas s'il me retourne des choses. Bon, forcément, il me retourne rien du tout. C'est l'idée. Donc là, normalement, cette première boucle-là doit me retourner, si je fais vérifier, des commandes. D'accord? Donc, je vais aller chercher toutes mes commandes qui sont à l'état 80 commandes à livrer. Et moi, ce qui m'intéresserait, c'est de faire une deuxième boucle pour aller me chercher mes lignes de commande. Donc, imagine que je passe en fait ma première commande. Pour ma première commande, je vais aller chercher toutes mes lignes de commande. Ensuite, je vais passer à la deuxième commande. Je vais passer toutes les lignes de commande, ainsi de suite. Donc, on voit bien qu'il y a une première boucle qui va me sélectionner ma commande, et ensuite ma deuxième boucle qui va aller me chercher mes lignes de commande. Dans ces cas-là, je vais faire une deuxième sélection. Donc, ma deuxième boucle, sélection, je vais aller chercher forcément des lignes de commande. Donc, les lignes de commande, ça c'est le formulaire. Et je vais faire un rapprochement par rapport à ma commande. Et donc, ma sélection, ça va être sélection commande de ligne de commande égale VB1. VB1, valeur boucle 1. On peut mettre valeur boucle, mais VB, c'est le raccourci. Valeur boucle 1. Donc, je vais récupérer la valeur que j'ai dans ma boucle 1, donc là, qui va être techniquement une commande, et je vais la passer en paramètre de ma sélection. Et donc, là, cette deuxième sélection va aller me chercher les lignes de commande qui sont associées à ma commande, qui sont retournées par ma boucle 1. Donc voilà, je viens d'imbriquer 2 boucles. Et c'est sur cette deuxième boucle, puisque c'est sur la dernière boucle, que je vais aller faire des actions. Et donc, dans les actions, je peux aller faire, par exemple, une opération sur commande. Pour le coup, l'opération sur colonne va se jouer au niveau des lignes de commande, puisque ma deuxième boucle me retourne des lignes de commande. Donc, je suis dans un contexte ligne de commande.
Donc, je vais pouvoir faire des opérations sur colonne sous mes lignes de commande, ou alors je vais pouvoir envoyer un message ou faire toute autre chose, relancer une action. Est-ce que c'est clair la façon comment on peut imbriquer deux boucles, la première boucle et la deuxième boucle, et récupérer la valeur? Est-ce que si on a 2 boucles et que dans les actions à faire, on n'utilise jamais la première boucle, On est-ce peut ne qu'on peut pas faire utiliser la première boucle. Oui, oui, clairement, on peut ne pas utiliser la première boucle. Après, on peut aussi utiliser la première boucle dans le sens où je peux très bien créer un enregistrement, par exemple, là, je sais pas, créer, euh, là, on est quoi? On est dans les commandes à livrer, donc créer action de livraison, par exemple, donc c'est un formulaire, action de livraison, créer action de livraison. À l'intérieur, je vais pouvoir avoir un champ qui va s'appeler commande associée. Et dans ces cas-là, je vais faire une opération sur colonne. Commande associée prend la valeur VB1, valeur boucle 1, parce que ma valeur boucle 1, à ce moment-là, dans mon tour de boucle, elle contient la commande. Et ensuite, je vais avoir, par exemple, article, voilà, article prend la valeur, et donc là, la valeur, on va aller chercher l'article de ma ligne de commande, donc ça va être article de VB2, de ma ligne de VB2 en fait, puisque VB2 contient une ligne de commande. Ça c'est VB1, c'est ma boucle 1, ça c'est VB2, et je peux utiliser, si je fais colonne article, virgule VB2, donc je vais aller chercher ma colonne article de ma ligne de commande qui est associée à VB2 en fait. Mais je ne suis pas obligé d'utiliser quelque chose de VB1 en fait dans les actions. Pas du tout. Est-ce que c'est clair? Si j'ai pas un cas un peu étrange, mais imaginons que j'ai 3 commandes, mais sur ma commande numéro 2, j'ai pas de ligne en fait en face. Ce qui est possible, hein. Donc, je vais passer sur ma première commande, je vais exécuter ma deuxième boucle, je vais passer sur ma deuxième commande, et là, ma deuxième commande n'a pas de ligne. Et donc, ma valeur boucle 2 va être vide, enfin, ma boucle 2 va être vide, je vais faire aucune action, et je vais passer automatiquement à ma troisième commande. L'exécution, en fait, l'exécution ici, les actions qui vont être exécutées, elles sont bien exécutées uniquement sur ma dernière boucle, en fait. Donc, si ma dernière boucle elle est vide à un moment donné, bah, il se passera rien et je passerai en fait prochain tour de boucle peut-être. Alors, les confirmations de messages, donc on l'a déjà vu un peu au début. On a la possibilité dans un automatisme, si on ne demande aucune confirmation, l'automatisme va être exécuté s'il rentre dans les conditions. Mais parfois, c'est intéressant de demander une confirmation à l'utilisateur pour savoir s'il doit ou non lancer l'action. Je prends un exemple. Mon formulaire, c'est un contrat. Je suis en train de créer ou modifier un contrat. Je crée le contrat. J'enregistre. Donc, mon action déclenchante va être modifier contrat, par exemple. Et là, je vais demander une confirmation. Je vais demander de type oui/non. Ça va être le plus intéressant pour moi. Et mon message de confirmation, ça va être souhaitez-vous envoyer le contrat au client? Si l'utilisateur répond oui, je vais exécuter l'action. Donc, je vais rentrer dans les actions. Je vais faire les actions suivantes. Donc, ça pourrait être un envoi de message. S'il répond non, eh bien, automatiquement, je vais passer à l'automatisme suivant. Et donc, je ferai pas ces actions qui sont liées à cet automatisme. Même si je rentre dans les conditions. Et l'utilisateur a dit non, donc je passe à l'action suivante. Ça, c'est un cas qui est pratique. Et la deuxième possibilité, c'est d'afficher un message pop-up à la fin de... Donc là, on ne demande pas de confirmation, mais au final, on peut mettre un message de compte-rendu, donc qui permet d'avertir en fait l'utilisateur que l'action a bien été réalisée. Et le message de compte-rendu peut être un email a été envoyé au client, par exemple. Ça permet de donner de l'information. On a la possibilité, je crois que c'est pas détaillé dans le plan, mais là vous voyez le bouton désactiver. On a la possibilité de désactiver des automatismes.
ça a du sens quand on fait du paramétrage et que, en fait, on ne veut pas que la première action soit réalisée, mais la deuxième directement. Donc, on peut désactiver le premier automatisme pour une raison de, de débugage ou lorsqu'on veut faire du paramétrage. On a également une notion de à choisir. Ça peut être aussi intéressant. Donc, on pourrait avoir, je ne sais pas, sur une action déclenchante, plusieurs automatismes qui peuvent être exécutés. En fait, le à choisir, c'est soit l'un, soit l'autre. Enfin, soit on permet en fait d'avoir une liste de choix. Et donc, quand on fait à choisir, l'utilisateur va avoir l'intitulé de l'automatisme qui va apparaître et il aura le choix entre plusieurs automatismes. Je ne sais pas vraiment dans quel cas, moi j'ai peu utilisé ça, mais ça pourrait avoir un intérêt. Alors, action de déclenchement d'automatisme. Alors, on l'a vu, on peut se servir des actions qui sont déjà créées par Simax. Donc, Simax crée automatiquement des actions, ce sont liées à un formulaire. Client, donc on va avoir créer client, modifier client, supprimer client. Mais on peut créer vraiment, on peut créer une action de déclenchement. De cette action-là, on peut lui mettre des paramètres et ces paramètres pourront être utilisés pour être récupérés en fait pour les automatismes. Donc là, on voit sur la liste des automatismes, on a toujours une action déclenchante. Là, je vais aller carrément créer une action classique. Donc c'est une action classique. On la classe dans un sous-module, ça permet de faire la gestion des droits sur ces actions. Qui a le droit de lancer cette action-là? Par exemple, il n'y a que les superviseurs qui vont avoir le droit de lancer cette action-là. Ça peut être, une action de reprise de données. Nous, on fait beaucoup d'automatismes. Donc, on crée une action pour faire une reprise de données. On va déclencher, en fait, on va faire une boucle sur tous les enregistrements pour valoriser quelque chose, par exemple. Je ne sais pas, moi, je vais l'appeler reprise client, par exemple. Voilà. Je n'ai pas de formulaire associé. Je ne suis pas obligé d'en mettre un. Et mon type d'action, c'est un type déclencher un automatisme. Si j'enregistre, voilà, sur cette action, je vais pouvoir lui créer des automatismes qui sont rattachés à cette action déclenchante. Une petite astuce, donc reprise client, cette action, je vais pouvoir l'utiliser par exemple si je vais dans paramétrage. Ici, par exemple, je vais aller créer, je fais un option de menu et je vais pouvoir appeler ma nouvelle action que je viens de créer. Reprise client, elle est là, très bien. Donc là, dans un menu, je peux appeler dans un menu maintenant ma nouvelle action. Je peux aussi très bien l'associer à un bouton dans un formulaire. Et une petite astuce, c'est de lui rajouter une phrase de déclenchement, puisque là, en fait, on a la possibilité de lancer dans exécuter une action ici. Là, si je fais reprise client, par exemple, il faut lui associer un mot ici, reprise client, par exemple. Alors, fut un temps, quand on faisait pas ça et qu'on lançait dans exécuter une action, on lançait le reprise client et qu'il n'y avait pas de phrase associée, en fait, il mettait un message comme quoi il n'avait pas compris l'action. Donc, reprise client, je vais aller créer un automatisme. Sur cet automatisme-là, je peux faire une boucle. OK. On va faire Qu'est-ce qu'on va faire? Sélection tout. Sélection tout, je vais sélectionner tous mes clients. Si je veux tester ma formule, je ne sais pas si vous connaissez cette astuce, vous prenez votre formule, vous la passez ici dans exécuter une action, vous mettez un égal à la fin. Voilà. Et du coup, il me retourne mes enregistrements. Donc là, techniquement, je devrais boucler sur 25 lignes. J'ai 25 lignes. Et on va faire les actions suivantes. On va faire un truc, tout ça. On va faire une opération sur colonne. Et on va lui mettre type de client.
Allez hop, type de client, prend la valeur. On va repasser tout à prospect, par exemple. Ça n'a aucun intérêt, mais c'est juste pour vous montrer le. Je vais boucler et je vais exécuter. J'enregistre mon automatisme. Voilà. Et donc, si je relance mon action entreprise client, là, je fais ma boucle. Alors, forcément, je suis tombé sur un blocage, puisque là, a priori, je dois avoir un contrôle de validité qui me dit que mon numéro de sirène n'est pas valide. Ouais, puisque je dois avoir des espaces. OK. Et du coup, il a exécuté ma boucle. Alors, on va pouvoir regarder directement, je vais passer à la partie compte rendu d'automatisme, comme ça on va comprendre un peu l'action qui a été réalisée. Vous avez dans la partie messagerie, lorsque vous êtes connecté en superviseur, la partie compte rendu d'automatisme. Et là, on va voir que là, j'ai créé que j'ai exécuté mon action reprise client. Là, il me dit que je suis condition remplie. Forcément, j'en avais aucune condition, donc forcément condition remplie. Il a bien bouclé sur mes 25 enregistrements. Et donc, à chaque fois, il m'a fait une opération sur colonne. Et donc, type de client prend la valeur prospect. Bon, après, du coup, on voit que derrière, ça déclenche d'autres actions, puisqu'on rentre dans un modifié établissement, par exemple. Donc, ça peut déclencher. Et c'est là où on va comprendre un peu la cascade de tous les automatismes qui se déclenchent derrière. Donc, le compte rendu, la partie compte rendu automatisme, elle est très importante pour pouvoir comprendre un peu l'enchaînement de tous les automatismes qui sont faits. Donc, toute la cascade des automatismes qui peuvent être faits. Parce que ça, on vient modifier un enregistrement qui vient lui-même remodifier un autre enregistrement et ainsi de suite. À chaque fois, on déclenche d'autres automatismes. Est-ce que c'est clair? On n'est pas du tout en avance. Donc là, on a fait un peu l'idée de. Là, je l'ai fait un peu différemment. J'ai créé une opération sur colonne. On va pouvoir aussi effectivement rajouter un paramètre. Donc, je reprends ma reprise client, par exemple. Imaginons que maintenant, je vais pouvoir rajouter un paramètre qui va s'appeler type de client. Type de client, OK. Voilà. Modèle. Type de client, OK. Je vais le mettre en saisie obligatoire et je vais cocher aussi à confirmer. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. L'idée, c'est qu'il m'ouvre une fenêtre qui me demande en fait ce paramètre, que je remplisse ce paramètre. Alors, il peut être rempli par une formule, hein, mais là, j'ai envie qu'il m'ouvre une fenêtre et qu'il me demande le paramètre. Et ce paramètre-là, ensuite, je vais aller le récupérer dans mon automatisme et je vais aller l'utiliser pour mon opération sur colonne. Plutôt que de mettre là une valeur en dur, je vais aller récupérer la valeur de mon paramètre et je vais aller l'utiliser dans mon opération sur colonne. Donc, je vais utiliser la fonction VP, valeur paramètre. Deux possibilités, soit je mets VP1 parce que c'est mon premier paramètre dans l'ordre, soit je mets le nom de mon paramètre entre cotes. Là, c'était type de client. OK. Je vais relancer cette action et maintenant, on va voir qu'il m'ouvre la fenêtre reprise client. Il me demande le type de client. Donc là, je peux changer, par exemple. Et je vais faire, là, tout ce qui est passé à client, je fais OK. Alors, forcément, je tombe sur d'autres problèmes parce que dans créer client, je dois avoir un automatisme qui se déclenche. Hop, voilà. Mais globalement, si je reviens sur mon compte rendu d'automatisme, ici, reprise client. Donc là, j'ai bien opération sur colonne, type de client, prend la valeur, cette fois-ci client. Client qui était la valeur de mon paramètre.
Et donc, lorsqu'on a créé des automatismes comme ça, des actions comme ça, les paramètres, on va pouvoir aussi les instancier dans... alors là, ça n'a aucun sens de rappeler la même action, mais imaginons ici, là, je lance... alors, il n'y a aucun intérêt, sinon je vais faire une boucle infinie, mais... Là, reprise client, par exemple. Donc, je veux lancer cette action, et cette action-là, elle va avoir un paramètre. Donc ici, il va me retrouver le paramètre, type de client. Et là, je vais pouvoir récupérer la valeur, je ne sais pas, par rapport à ma boucle, par exemple. Donc, vous voyez l'idée, on peut faire un passage de paramètres comme ça. Ça, j'ai déjà un peu expliqué les notions de contexte avec les différentes boucles. Donc, s'il n'y a pas de boucle, c'est en fonction de l'enregistrement de départ. Ensuite, c'est la première boucle et ensuite, c'est la deuxième boucle. Alors, ouais, il y a deux notions, effectivement. Lorsqu'une action lance plusieurs automatismes, en fait, on rentre dans les évaluations pour évaluer les valeurs de conditions CIMAX. On prend les valeurs telles qu'elles étaient avant de lancer les automatismes. Il y a une notion qui est assez importante sur les automatismes, qui est la notion de transactionnel et non transactionnel. J'ai mis longtemps avant de comprendre la différence, donc je vais vous faire gagner du temps, je vais vous l'expliquer. Non transactionnel, il va faire l'enregistrement tout de suite. Imaginons, je vais faire un premier automatisme, donc priorité 1. Donc, je peux mettre des priorités sur mes automatismes. Donc, j'ai 3 automatismes. Le premier, priorité 1, le deuxième, priorité 2, ainsi de suite. Et j'ai vraiment besoin que les données soient modifiées lorsque mon premier automatisme tourne. Donc, mon automatisme en priorité 1, je le mets en non transactionnel et il va aller me modifier des lignes. Très bien. Donc là, je le mets non transactionnel. Donc, à chaque fois qu'il a terminé son automatisme, il enregistre en base de données. Et ensuite, je vais passer à mon automatisme priorité 2, donc le deuxième. Et là, je vais pouvoir, imaginons que j'ai des conditions, je vais aller vérifier l'enregistrement que j'ai précédemment modifié sur le premier automatisme. Grâce au fait que le premier était non transactionnel, ça y est, c'est déjà enregistré en base. Si je mets tout en transactionnel, ça veut dire qu'il va tout exécuter en même temps. En fait, il va tout enregistrer lorsqu'il aura terminé d'exécuter tous ces automatismes transactionnels. Pour gagner en temps de traitement, vaut mieux faire quoi alors? Si on a des différents automatismes à lancer, est-ce qu'il vaut mieux à chaque fois faire transactionnel, mais qui appelle un autre automatisme derrière qui sera transactionnel? Ça Ou changera pas la durée. Ça changera pas la durée. Par contre, transactionnel, transaction. Imaginons une action, enfin, la validation d'un bon de livraison. Là, clairement, il faut que ce soit un automatisme transactionnel, c'est-à-dire que c'est tout ou rien. C'est je valide le bon de livraison, derrière, je déclenche tous mes mouvements de stock. Donc, on comprend bien la notion de transaction. C'est-à-dire que si j'annule la livraison du bon de livraison, j'annule tout ce qui est associé. Le non transactionnel, il va fonctionner différemment. C'est qu'il va écrire, à chaque fois que c'est du non transactionnel, il va écrire. Donc, imaginons une livraison de bon de livraison en non transactionnel. Si on annule, on pourrait vraiment mettre le bazar dans le stock, c'est-à-dire que euh, c'est pas parce qu'on va annuler la livraison qu'on va avoir annulé les mouvements de stock, par exemple, parce qu'ils sont en non transactionnel. Mais ça va pas accélérer les choses. C'est vraiment pour soit on fait tout un bloc, en fait, cette action, euh, elle peut pas être dissociée, c'est ça, c'est une transaction. Et non transactionnel, c'est je peux enregistrer indifféremment, en fait. Et ça, c'est une notion assez importante. On a une partie sans annulation et non transactionnelle. Alors, ça peut accélérer les choses, mais par contre, il faut l'utiliser si on n'a pas besoin de faire d'annuler-refaire. Parce que là, comme son nom l'indique, sans annulation, ça veut dire que j'enregistre pas dans l'action dans les annulés-refaire. Ça peut être possible, par exemple, si
C'est un, je sais pas, un envoi vers un web service. C'est-à-dire que une impression, par exemple, il n'y a aucun intérêt en fait à annuler une impression. C'est pas possible d'annuler une impression. Le papier il va pas revenir dans l'imprimante et l'encre elle va pas revenir dans la cartouche. Donc ça, c'est des actions qui peuvent être mises en sans annulation et non transactionnelles. Ça permet d'éviter en fait d'enregistrer dans les annulés refaire. Et bon, c'est des enregistrements. Enfin, c'est du temps un peu de gagné. On a une notion de en parallèle. Si on considère que on a trois automatismes qui peuvent être complètement indépendants et faire leur traitement et qu'il n'y a aucun chevauchement, on peut très bien lancer les automatismes en parallèle. Ça permet de gagner du temps, mais il faut absolument aucun chevauchement. Et ensuite, on a la notion de tâche de fond. Donc, soit par le Newton Line, soit par CMax. Si le CMax il n'est pas connecté à un Newton Line, c'est lui qui va faire la tâche de fond. Et dans ces cas-là, il y a une file d'attente qui est créée et il va traiter au fur et à mesure ces informations-là. Soit on va dédier en fait la tâche de fond sur le Newton Line. Euh, Ça, c'est très important et ça peut être très utile de dédier certains traitements sur une tâche de fond sur le Newton Line, puisqu'il va être pris au fur et à mesure. Euh, ça va être notamment pour tout ce qui va être gestion de stock, par exemple. Puisque, imaginons, on a 10 utilisateurs, 10 clients Windows qui font des validations de bons de livraison euh, et qui doivent potentiellement générer des mouvements de stock. L'idée de tout déplacer ça sur le Newton Line, c'est le Newton Line qui va prendre en charge les uns après les autres et qui va faire les mouvements de stock. Ce qui permet de ne pas avoir d'incohérence dans les stocks. Parce que si on a une personne qui fait, imaginons, on a une personne qui fait un mouvement de stock et qu'on a une deuxième personne qui en même temps fait exactement le même, enfin un autre mouvement de stock et part du même état de stock d'origine, en fait, on va se retrouver avec un truc un peu bizarre. Alors que le fait de décaler sur le Newton Line va traiter au fur et à mesure les informations en tâche de fond. On peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Et n'hésitez pas à vous inscrire sur les différents autres Webimax pour en apprendre plus sur CMax et le no-code.